Bonjour à tous, bienvenue dans le magazine des Nations Unies. À présent, les titres. La journée mondiale du réfugié a été célébrée le 20 juin dans la salle du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger. Aide de l'Union européenne en faveur des populations déplacées du pôle. Vous suivrez dans Gros Plan le Forum des maires de l'Afrique francophone, signateur du pacte de Milan sur la politique alimentaire urbaine. 20 juin, date commémorative de la Journée mondiale du réfugié. C'est ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a célébré à Brazzaville cette dite journée sous le thème « Ensemble avec les réfugiés ». Développée lors de cette conférence avec les réfugiés et les invités dont le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Raymond Zéphirin Boulou, les représentants des agenceurs du système des Nations Unies, les Congolais de la diaspora et d'autres personnalités de marque. Cérémonie riche en sang et en couleurs dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Cette célébration a débuté par la projection d'un film documentaire sur l'aperçu des actions du HCR au Congo. Les réfugiés à l'honneur n'ont pas manqué de mots à cette journée. Être réfugié, ce n'est pas quelque chose sollicité, ça arrive. Et dès que ça arrive, il faut faire avec et puis il ne faut pas baisser les bras. Dire que non, comme je suis réfugié, je ne peux pas faire ceci et cela. Moi, je suis reconnaissant envers la HR, la première des choses. Ils m'ont fait les statuts pour me permettre de circuler librement. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés fait un grand travail à l'égard de ces personnes. Il les accompagne, les fait intégrer dans les pays d'accueil. A droit à ce statut de réfugié, toute personne ayant quitté leur pays d'origine suite à une guerre ou à une catastrophe naturelle. Interrogé sur l'importance de cette journée et ce thème, Kwame Cyr Modeste, représentant de cette agence omnisienne, répond. Voyez-vous, sont maintenant plus de 68 millions de personnes déplacées, ou du moins en situation de déplacement dans le monde. Et nous pensons qu'il est temps de continuer à encourager, à sensibiliser les communautés d'accueil, les pays donateurs, les institutions financières, le secteur privé, à l'effet de vraiment d'aider les pays qui reçoivent d'abord les réfugiés. Parce que recevoir les réfugiés aussi, ce n'est pas facile. Et aussi assister les réfugiés afin de pouvoir rechercher des solutions durables pour tous. Les réfugiés ne constituent pas une communauté à part. Les réfugiés vivent parmi nous. Il y a les réfugiés de toutes nationalités. Il y a les réfugiés de toutes les couleurs. Donc nous pensons que nous devons être ensemble avec tous les réfugiés afin de pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Le secrétaire général des Nations Unies n'est pas resté à la marge de cette journée. Il a délivré un message rédigé par la coordonnatrice déléguée des Nations Unies, Barbara Lorenzo. En cette journée mondiale des réfugiés, nous devons tous réfléchir à ce que nous pouvons faire pour aider ces personnes. Pour commencer, nous devons faire preuve d'unité et de solidarité. Je suis profondément préoccupée de voir que de plus en plus souvent, les réfugiés ne bénéficient pas de la protection dont ils ont besoin et à laquelle ils ont droit. Le Congo a toujours ouvert ses portes aux réfugiés. Malgré sa situation économique, il compte au total 60 253 réfugiés, dont 32 852 de la RCA, 15 654 de la République démocratique du Congo, 10 548 du Rwanda, 1199 d'autres nationalités et 1058 717 déplacés internes. C'est aussi le premier pays en Afrique centrale à se doter d'un tel mécanisme. Prenant la parole au nom du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Boulou, a rendu un hommage mérité au HCR en particulier, ainsi qu'aux donateurs en général. J'aimerais particulièrement rendre hommage aux 648 réfugiés centrafricains qui ont courageusement choisi de retourner volontairement dans leur pays d'origine, notamment dans les zones où les conditions de sécurité sont réunies. Rien n'est plus beau que
de vivre en paix sur la terre de sa patrie. Notons qu'un réfugié n'est pas un fardeau pour un pays d'accueil, mais au contraire, il peut contribuer à l'économie du pays. C'est ainsi qu'il faut toujours faire preuve de l'unité et de solidarité à l'endroit de ces personnes qui, tant qu'il y aura des guerres, il y aura forcément des réfugiés. Commencée par une ambiance chaleureuse, cette cérémonie a pris fin par la visite de l'exposition des articles de vente des réfugiés financés par le HCR. L'Union européenne a renouvelé son aide humanitaire en faveur des populations déplacées du pôle résidant à Mbanza-Ndunga et à Ngangalingolo lundi 16 juin sous le patronage de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Madame Antoinette Ndinga-Nzondo, de l'ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo, Madame Saskia Delande, accompagné des représentants des États membres de l'Union européenne et du représentant adjoint du Programme alimentaire mondial, M. Kofi Akakpo. C'est à 8 heures que les roues des véhicules transportant cette délégation qui a quitté le sol de Brazzaville pour se rendre à Mbanza-Ndunga, dans le département du Poul, où la population leur a réservé un accueil chaleureux. Ici, plus de 1000 personnes réparties en 20 villages ont reçu des vivres du PAM financés à 500 000 €, soit plus de 300 millions de francs CFA, montant qui a permis la conception des cartes électroniques à travers la plateforme numérique SCOP qui permet d'apporter une assistance rapide en contexte d'urgence et favorise la reprise de l'économie avec les boutiques partenaires. Vous voyez que nous sommes venus avec l'Union européenne qui est le bailleur de cette opération. Mais la coordination se fait avec le ministère des Affaires sociales. Et on travaille en partenariat avec Caritas qui suit les opérations sur le terrain. Vous conviendrez avec moi que les besoins sont énormes. On essaie de faire avec les moyens qui ne sont pas suffisants. Mais vous avez entendu tout à l'heure les doléances des autorités locales qui ont plaidé pour qu'on élargisse maintenant l'assistance aux villages. La réception des vivres aux familles telles le haricot, le riz, l'huile, vivres qui permettront à cette population de se nourrir pour éviter la malnutrition, a été saluée par certains bénéficiaires comme Banzouzi Rusla. Bon, je leur demande que merci pour tout ce qu'elle fait pour nous. Nous ont donné le riz et le maïs, donc je dis vraiment beaucoup merci. Mais on veut ce qu'ils nous donnent même le machette. Le sous-préfet de ce district, Banimba, Symphorien, n'a pas aussi manqué de mots. C'est une aide très importante pour permettre à nos populations qui ont été fortement éprouvées par la crise sécuritaire d'avoir un réconfort avant de se donner le temps de reprendre leur vie comme à l'accoutumée. À l'endroit des donateurs, je crois que ma préoccupation importante, c'est le relèvement, qui nous aide à reconstruire les maisons de ceux qui en ont perdu. L'ambassadeur de l'Union européenne ainsi que ses accompagnants ont par la suite poursuivi leur visite de travail dans la boutique d'approvisionnement des populations déplacées ayant déjà des cartes SCOP en Ngangalingolo. Abdon Edgar Mbaloula, l'un des bénéficiaires, est à son 3e approvisionnement. Questionné sur l'aide apportée par l'UE, il répond. Ça nous fait soulager quand même. Ils reçoivent bien, ils nous reçoivent bien. Parce qu'il y a certains moments qui se réveillent à 2 h du matin, 1 h du matin, pour venir avoir les places là. Quand vous venez, vous donnez votre talon, on vous sert, si vous avez 74 000 ou bien 80 000, on vous sert du coup, Cette aide est un nouvel appui en faveur des populations déplacées du Poul. C'est une réponse au 2e appel à la solidarité lancé en février 2018, après celle de novembre 2017 par le gouvernement congolais et les Nations Unies, afin de secourir 114 000 personnes affectées, y compris les populations hautes. Nous sommes très honorés que l'ensemble de la population soit sortie pour nous accueillir de cette façon. Merci beaucoup pour cela. Nous vous disons, nous sommes avec vous, nous pensons à vous, nous n'oublions pas le sort des populations du Poul et nous continuons de les aider. Face à la concrétisation de cette action, Madame la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Ndinga-Nzondo, n'est pas restée indifférente à l'égard de l'Union européenne. Le gouvernement avait lancé un appel à l'aide d'urgence pour venir
compléter les efforts du gouvernement. La situation économique et financière du pays étant difficile, le gouvernement a jugé utile de faire appel à ses partenaires. Ces partenaires avaient répondu présent. Ils ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter dans un environnement qui était difficile. On avait prévu l'alimentation, on avait prévu l'éducation, presque tous les secteurs étaient couverts, y compris le relèvement précoce. Et nous avons mobilisé plus de 55% de ce qu'on avait recherché. On aurait pu avoir plus si la situation sécuritaire était avérée. Au-delà de cette aide, ces populations sollicitent encore un regard particulier pour assurer leur autonomisation. De 2016 à nos jours, le HCR a mené plusieurs activités en faveur des réfugiés vivant en République du Congo. Cette agence travaille au quotidien avec les autorités congolaises pour apporter une assistance multiforme aux réfugiés. Les interventions du HCR se déroulent également dans le département de la Likwala, au nord de la République du Congo, où se trouve la majorité des réfugiés vivant dans le pays. Reportage. Afin d'autonomiser les réfugiés et réduire leur dépendance vis-à-vis de la distribution des vivres et de l'assistance humanitaire en général, le HCR a financé à travers ses partenaires des projets portant sur les activités génératrices de revenus dans plusieurs secteurs économiques tels que l'agriculture, le maraîchage, l'élevage, la pêche, le commerce et microcrédit. Grâce à ces AGR, plusieurs réfugiés ont pu devenir semi-autonomes. J'ai reçu un microcrédit de 75 000 francs CFA de la part du HCR. J'ai commencé à rembourser petit à petit ce crédit. 15 000 francs CFA chaque mois. Enfin, 10 000 francs CFA la dernière tranche. J'ai donc tout remboursé. J'ai gagné un bénéfice de 30 000 francs CFA. Je remercie le HCR de m'avoir assisté par ce crédit. Je suis un jardinier, je travaille chou, l'amarante. J'ai eu quand même le matériel. Grâce à l'HCR, ça m'a aidé pour ma famille avant. Le problème de santé, et je fais un petit kiosque. J'ai un petit panneau comme ça, convertisseur, et j'ai aidé mes voisins pour charger quand même les téléphones. Ça nous a aidé à cause des jardins. Ces projets ont également bénéficié aux populations hôtes selon le principe de 1 tiers pour la population hôte et 2 tiers pour les réfugiés. L'appui là m'a vraiment aidé. Et si je n'ai pas reçu cet appui-là, je ne sais pas comment j'allais m'en sortir. C'est vraiment bien qu'on pense aussi aux Congolais. Quelqu'un vient vous visiter, même un visiteur qui arrive, qui donne seulement le pain à celui que vous avez reçu, ça fait quand même mal. Avant que les réfugiés arrivent, vous ne pouvez pas avoir une boule de choux à moins de 1000 francs. Commencé le 4 juin au siège du bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé, l'atelier d'orientation de l'équipe multidisciplinaire sur la préparation et la réponse à l'épidémie de la maladie à virus Ebola a été clos le vendredi 8 juin par le directeur de cabinet de la ministre de la Santé, Florent Balandamio, en présence du délégué de la représentante de l'OMS au Congo. Atelier qui a permis aux participants d'acquérir des connaissances sur les principales interventions, la préparation, l'alerte, la lutte et l'évaluation, l'équipe d'intervention rapide, le rôle des membres, la surveillance et la prise en charge des cas de maladie à virus Ebola. Reportage. Cette formation est venue pour renforcer les capacités du Congo dans la construction des équipes d'intervention rapide en cas d'épidémie de la maladie à virus Ebola, avec des connaissances transmises selon une méthodologie adaptée aux travaux de groupe et surtout aux exercices d'application parmi lesquels le port de l'équipement de protection individuelle, la préparation de la solution chlorée et le lavage des mains. Cette équipe peut enfin s'estimer apte à former à leur tour d'autres équipes et à intervenir sur le terrain
comme le souligne le directeur de cabinet de la ministre de la Santé, Florent Balandamio, dans ses propos. Tous les pays de la sous-région sont en alerte vis-à-vis de cette épidémie qui sévit en République démocratique du Congo. Les facteurs de risque sont pour la majorité en dehors du secteur santé. Aussi, une approche intersectorielle devient une nécessité absolue à la riposte contre la maladie à virus Ebola. De plus, José Marti disait, je cite, « La meilleure santé est celle qui prévient et non celle qui guérit ». En méditant sur cette citation, il apparaît clairement que vaut mieux mettre des gros moyens dans la préparation et l'anticipation contre la maladie que mobiliser un grand investissement dans la prise en charge des cas. Après l'acquisition de toutes ces connaissances, très rapidement, vous serez sur le terrain pour dupliquer cette formation. Vous constituez désormais un pôle de formateurs et le gouvernement de la République compte sur cette masse critique pour une véritable décentralisation des capacités au niveau des différentes communautés. Pendant ces 5 journées ardues, les participants sont passés en revue des termes pertinents de la stratégie intégrée de la maladie et riposte, la préparation et la riposte à cette épidémie, la composition et le rôle d'une équipe d'intervention rapide, la place de la surveillance épidémiologique au moment de l'épidémie, les mesures d'hygiène, la vaccination, les centres de traitement d'Ebola, l'engagement communautaire et la mobilisation sociale, les enterrements dignes et sécurisés des morts et les exigences du règlement sanitaire international. Satisfaits à la sortie de cette formation, les docteurs Jean-Claude Moboussou, directeur départemental de la santé de Brazzaville, et Wilfried Gauthier-Okanda, médecin-chef de service de l'épidémiologie et de grandes endémies de Brazzaville, témoignent. La formation apporte toujours la qualité dans ce que l'on fait. Les gens qui ne sont pas formés sont incapables de se mouvoir avec efficacité et avec efficience. Ça va nous permettre, surtout dans la phase actuelle, de renforcer la surveillance épidémiologique parce que pour le moment, ce qui nous conseille, c'est renforcer la surveillance épidémiologique et surtout de mieux gérer les points d'entrée. Nous avons reçu l'appui de beaucoup de partenaires, surtout ceux de nos confrères qui ont déjà partagé l'expérience dans l'Afrique de l'Ouest où l'épidémie a fait un très grand nombre de cas. Et ils sont venus donc nous partager leur expérience, nous ont renforcé nos capacités. Les participants ont loué cette action en remerciant les formateurs venus de différents pays ainsi que les organisateurs qui sont le MES et le ministère de la Santé. Nous pouvons donc croire désormais que le Congo a la capacité de déployer une équipe multidisciplinaire apte d'assurer une bonne préparation et une bonne réponse à la maladie à virus Ebola. Les gestionnaires des villes de l'Afrique francophone signataires du pacte de Milan sur la politique alimentaire urbaine se sont réunis du 12 au 14 juin à Brazzaville pour prendre des initiatives visant à renforcer les capacités des collectivités locales pour une agriculture urbaine saine et durable. Reportage. Construite en bordure du fleuve Congo et entourée de plusieurs cours d'eau, la ville de Brazzaville bénéficie des atouts favorables d'une activité maraîchère à grande échelle. Mamelle nourricière de la capitale congolaise, la production maraîchère autour de Brazzaville a su au fil des années se faire une place dans le quotidien des consommateurs pour devenir un véritable pôle de production agricole de proximité. Si au nord de Brazzaville, l'activité a connu un effondrement du fait de l'expulsion des maraîchers dans les sites pour des travaux d'utilité publique, Talangaï et la Corniche, actuellement, les perspectives de production et de rendement sont prometteuses dans la partie sud de la ville, où se sont concentrés la plupart des groupements collectifs. J'ai commencé ce travail depuis mon enfance. En sortant de l'école,
on passait directement à travailler. Pendant les vacances, on y travaillait beaucoup plus. D'autres personnes voient l'agriculture comme un travail qui n'a pas de valeur. Mais au fil du temps, nombreux ont fini par comprendre qu'en pratiquant l'agriculture, on nourrit sa famille. Voyons dans d'autres villages, nous trouvons des personnes qui se réunissent en groupement pour pratiquer ce travail. Je valorise mon métier de l'agriculture parce que c'est un bon métier. Si je fais 10 sillons et que je vends l'unité à 200 000 francs CFA, dans 45 jours, je gagne des millions. Fort des recommandations contenues dans le pacte de Milan sur la politique alimentaire urbaine, l'autorité municipale s'est fixé un plan stratégique de lobbying et de plaidoyer en vue de changer les habitudes des Brazzavillois. Un ménage, un jardinage, tel est l'esprit de cette nouvelle vision qui vient compléter la production locale en vue de lutter contre la faim dans le périmètre de la ville. De ce fait, le maraîchage ne se pratique plus dans les périmètres irrigués ou dans les grandes surfaces, mais aussi dans les domiciles. C'est le cas de Parfait Elinga, femme au foyer, qui depuis un certain temps exerce l'agriculture à côté de son domicile. Cela lui évite d'acheter des légumes au marché. Je suis dans mon jardin, je cultive le pandou. C'est parce que c'est la saison sèche. Quand c'est la saison de pluie, je cultive les légumes. Par exemple, le gombo, la tomate, l'oseille. Et ça me permet de manger en famille au lieu d'aller acheter encore dans le marché. La quantité est suffisante. Pendant tout le mois, je peux nourrir la famille avec le pandou, avec tout ce que je fais ici là. La ville de Brazzaville est signataire du pacte de Milan depuis 2015. Le pacte de Milan, c'est un engagement pris par les maires du monde pour atteindre les objectifs 2 et 3 du développement durable, relatifs à la lutte contre la faim et la réduction de la pauvreté. Cette question a été au cœur de la conférence de presse organisée par la mairie de Brazzaville en partenariat avec la FAO pour annoncer le Forum des maires de l'Afrique francophone, signataire du pacte de Milan sur la politique alimentaire urbaine. Dans les années 2000, le président Denis Sassou Nguesso avait lancé le modèle une école, un champ. C'était là les fondements de l'agriculture urbaine. Et donc quand je viens de cette conférence, de ce forum, j'arrive ici, nous avons eu l'occasion de vous rassembler, et je pense que vous vous souvenez encore de ce jour, quand nous avons rendu les conclusions de ce forum sur l'agriculture urbaine, et tout de suite nous nous sommes lancés dans l'agriculture urbaine, sans trop d'expérience, il faut le reconnaître, mais nous avons commencé par travailler, nous avons commencé par fabriquer les bocs que vous connaissez, et ça a commencé par donner. Après, nous avions eu une visite en Italie. À cette occasion, nous avons poussé l'audace d'aller à la FAO. Nous avons été reçus, nous avons essayé de leur partager nos ambitions et leur dire que cette politique d'agriculture urbaine nous tient à cœur. Et par miracle, je dirais, la FAO a choisi Brazzaville pour que Brazzaville tienne cet important forum qui est un premier forum au niveau africain sur l'agriculture urbaine. Je voudrais tout simplement dire qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales, les gouvernements locaux sont appelés à jouer un rôle prépondérant dans l'alimentation et la sécurité nutritionnelle des villes et en particulier des habitants des villes. Nous sommes le 12 juin à l'hôtel de la Concorde de Kintelé où les gestionnaires des villes de l'Afrique francophone, signataires du pacte de Milan sur la politique alimentaire urbaine, se sont réunis avec les membres du gouvernement et la représentante de la FAO pour prendre des initiatives visant à renforcer les capacités des collectivités locales pour une agriculture urbaine saine et durable. En effet, l'agriculture urbaine est l'une des solutions proposées et recommandées par les Nations Unies et la FAO pour faire face aux besoins de sécurité alimentaire et aux défis de l'urbanisation accélérée,
particulièrement dans les villes de pays dites pauvres. Selon la FAO, elle est déjà utilisée par environ 700 millions de citadins, soit environ une personne sur 4 dans le monde. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Henri Diombo, s'est dit engagé à traduire cette agriculture comme un axe de sa politique agricole afin qu'elle participe aux activités de la plateforme sur les actions urbaines en déclarant: en abritant les présentes assises, le gouvernement congolais marque son adhésion totale à l'initiative Partenariat Ville-Ville dans le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire. Il s'engage à traduire l'agriculture urbaine et périurbaine comme un axe de sa politique agricole afin qu'elle participe aux activités de la plateforme sur les actions alimentaires urbaines. Assurer la sécurité alimentaire et promouvoir une agriculture durable constituent des questions complexes qui exigent une approche globale pour affronter les causes premières de la faim et de la malnutrition. La représentante de la FAO au Congo, Anne-Souse Bercy-Philippini, a pour sa part rappelé que le nouvel agenda urbain indique que la sécurité alimentaire et la nutrition sont l'un des principaux défis auxquels les villes sont confrontées. En effet, au cours de ces dernières décennies, les systèmes alimentaires mis en place dans de nombreux pays ont également subi d'importantes mutations visant à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des populations vivant tant en ville que dans les campagnes. Cependant, ces changements opérés ont eu des effets néfastes inattendus, tels que le paradoxe du triple fardeau de la malnutrition chronique avec la sous-alimentation, les carences en micronutriments et l'obésité de plus en plus visible dans les mêmes communautés. L'accès réduit de la plupart des familles pauvres et vulnérables à des aliments à haute qualité nutritive en raison de l'augmentation des inégalités, de la faible disponibilité sur les marchés des aliments sains, de l'augmentation et de la volatilité des prix. Au regard des évolutions démographiques urbaines, le maire de la commune de Kintili, Stella Messa Sassou-Nguesso, a souhaité la mise en œuvre d'un mécanisme actualisé permettant aux villes de nourrir les villes. Seul, le manque de matériel moderne reste un réel handicap. Cette rencontre des maires a donné lieu le jour suivant à une foire agricole au cours de laquelle plus d'une cinquantaine de variétés de légumes a été exposée par les maraîchers congolais de Brazzaville. Quelques recommandations ont été données lors de la clôture de ce forum. Relayé dans le communiqué final qui vient d'être lu, confirme non seulement l'intérêt pour les villes francophones d'Afrique à jouer pleinement leur partition dans la mise en œuvre du pacte de Milan, mais également, j'allais dire surtout, d'œuvrer efficacement pour la réalisation des ODD 1 et 2, à savoir l'éradication de la pauvreté et la lutte contre la faim. Dans ce contexte, il ne serait pas abusif de dire que durant ces 3 jours, vous avez posé de nouveaux fondements pour la construction d'un monde meilleur où le vivre mieux côtoyera désormais le mieux manger. Dans les villes qui accusent une pénurie de surface cultivable, la pratique de l'agriculture urbaine est toujours possible à travers le micro-jardinage. 2 villes africaines ont reçu cette technique de micro-jardinage grâce à l'appui de la FAO. Il s'agit de Dakar au Sénégal et de Tananarive en Madagascar. Et la ville de Brazzaville s'apprête elle aussi à s'inscrire sur cette perspective afin de devenir premier laboratoire en Afrique centrale. C'est la fin de ce magazine, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve prochainement.